Est-ce que finalement le cas Mayotte, Malika Sorel, c'est une exception française liée à la géographie tout simplement, ou est-ce que c'est un symbole d'une impuissance politique ou d'un manque de volonté politique sur la question migratoire? Alors ce n'est pas du tout un cas particulier, parce que depuis fort longtemps, l'État a démissionné sur ces sujets, même si malheureusement, il continue à donner les signes d'une certaine volonté. C'est un signal finalement, c'est une affiche. Nous allons agir en termes politiques, mais en réalité, il n'y a pas d'action. Et nous le constatons en métropole, donc pas seulement à Mayotte. Et le plus grand problème, c'est que l'État a perdu de sa crédibilité, y compris sur le plan international. Et on aboutit au fait que les personnes ne respectent plus la France. Et ça, c'est véritablement, à mes yeux, la plus grave difficulté à laquelle l'État doit faire face, c'est-à-dire la perte de son autorité. Donc les gens viennent, et regardez pour les Comores par exemple, l'État avait signé un accord, il s'était engagé à en donner une somme importante chaque année aux Comores pour qu'ils conservent leurs ressortissants, et en dépit de cela, les Comores ne respectent pas l'accord, ils laissent les Comoriens partir, et surtout, ils les empêchent de revenir. C'est-à-dire que là, quand Gérald Darmanin essaie de renvoyer les clandestins, les Comores envoient une fin de non-recevoir et disent « pas question, on ne récupère pas nos migrants illégaux ». C'est la même chose pour les pays du Maghreb. On a vu le bras de fer avec l'Algérie, dernière en date le Maroc. Justement, Malika Sorel, vous parlez de démission, mais à vous entendre, on voit qu'il y a quand même de réels obstacles. L'obstacle des pays d'où ils viennent, qu'ils ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Il y a aussi l'obstacle du droit, puisque là on voit qu'il y a une décision de justice qui a cassé ce qu'avait entrepris Gérald Darmanin en matière d'expulsion. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'impuissance? Est-ce qu'on peut seulement parler de manque de volonté? C'est l'État qui a organisé sa propre impuissance. Il suffit de comparer ce qui se passe dans les autres pays. L'Allemagne, 60% des OQTF, des obligations de quitter le territoire, qui sont effectuées. En France, 12%. Moyenne européenne, 43%. Donc, et ça, c'est pas que depuis aujourd'hui. La Fondapol l'a mis en évidence dernièrement, mais lorsque j'étais au Conseil d'intégration, nous savions parfaitement que ceux qui arrivaient, on ne pourrait pas les réexpulser. Donc, comment expliquer que les autres pays dans l'Union européenne, dont certains comme le Danemark et autres sont dans Schengen, parviennent à renvoyer les personnes et pas la France? Pour moi, c'est véritablement un problème d'ordre politique, c'est-à-dire que nos élites politiques, que j'ai énormément fréquentées, parce que j'ai conseillé un certain nombre, n'ont pas pris la mesure ou ne veulent pas prendre la mesure du sujet, et surtout envoient des signaux contraires en permanence, et parfois font même semblant d'agir, et ça aboutit au fait que la France, dans sa globalité, n'est plus respectée. Donc, pourquoi d'autres pays parviennent et pas l'État français? C'est la question qu'il faut mettre sur la table. Pour moi, il y a une question d'impuissance, mais quelque part qui a été... c'est pas tombé du ciel, cette impuissance. C'est à force de ne pas agir, à force aussi de régulariser les clandestins au fil de l'eau, et on veut le faire avec le nouveau texte, la loi immigration qui a été reportée. Le principal article, c'était de régulariser et donc donner une prime à ceux qui bafouent la loi française. Donc quand vous commencez comme ça, c'est terminé, vous ne pouvez plus vous faire respecter. Et dernier point, Alexandre, c'est qu'il ne faut pas compter sur les pays d'origine. Pour certains pays, dont le Maroc, certaines années, l'entrée des devises, le fait que les résidents à l'étranger envoient de l'argent dans le pays, c'est la première entrée des devises. Donc n'attendons pas des pays d'origine qui disent « oui, aucun problème, on va récupérer les nôtres », d'autant que beaucoup de ceux qui partent sont des jeunes. Et le fait de les laisser partir, ça fait diminuer la volonté, entre guillemets, insurrectionnelle de la jeunesse dans les pays d'origine. Dominique Régnier, on va parler des exemples étrangers que vous avez étudiés dans de nombreuses enquêtes de la Fondapol, mais je voudrais simplement commencer par la même question qu'avec Malika Sorel. Le cas Mayotte, ça vous apparaît comme un cas particulier ou comme quelque chose de révélateur d'une situation plus globale ? Il y a bien sûr des particularités, évidemment, historiques, géographiques, qui expliquent la situation à Mayotte. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est une sorte d'apologue de ce qui nous arrive. C'est tout à fait frappant, c'est dramatique comme situation. La population locale, les Mahorais, appellent à l'aide. Ils appellent à l'aide parce qu'ils sont victimes de toutes les conséquences désastreuses de cette absence de politique migratoire, délinquance, trafic,
dégradation généralisée de leur propre situation, des services publics, n'en parlons pas. Et donc, c'est une population française qui appelle à l'aide et que nous ne pouvons pas aider sur des enjeux qui sont des enjeux régaliens. Moi, je trouve ça, en réalité, angoissant et je suis frappé que ce ne soit pas un sujet national de débat qui nous occupe, sinon toute la journée, en tout cas massivement, parce que ce sont bien nos compatriotes qui se trouvent dans cette situation épouvantable. Alors, on se démène, il y a quelques efforts qui sont tentés. D'ailleurs, je ne dirais pas que c'est facile de régler une telle situation, mais j'y verrai clairement plutôt l'apologue de ce que nous sommes et de ce qui est en train de nous arriver. Vous savez que la population est maintenant à la moitié, un peu plus, étrangère, que la moitié de cette population étrangère est en situation illégale. C'est une scène de dissolution de la puissance publique, puisqu'on touche au régalien, on touche à la maîtrise par l'État de l'autorité sur son territoire, circonscrit géographiquement, juridiquement, et de ceux qui y vivent et qui font partie de la population reconnue et qui en a les titres. Et donc sur ces éléments-là, qui sont fondamentaux, il n'y a pas de définition de l'État qui ne passe pas par ces éléments fondamentaux, nous devons constater la vacance de l'État français. C'est une catastrophe et c'est un drame qui devrait tous nous faire réfléchir. La loi sur le droit du sol, par exemple, à Mayotte, a été modifiée. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il fallait en passer par là? Est-ce qu'il faut aller plus loin, établir une forme de droit du sol, tout simplement? Alors, sur ces questions-là, en général, sur les questions de ce type, et singulièrement sur celle-là, évidemment, on a bien conscience que on ne peut pas se lancer dans des yaka-faucons, je parle pour moi là, c'est-à-dire que ce serait facile apparemment à m'écouter. Non, ce sera très difficile et d'autant plus qu'on s'y est pris très tard, comme vous le disiez à juste titre, et peut-être même, je ne l'espère pas, trop tard. La question du droit du sol est considérée, il faut évidemment remettre en question cette disposition-là. Et il ne faut pas que la remise en question provoque, comme à l'accoutumée, une sorte d'embrasement médiatique, cette fois-ci quotidien, sur un thème, je dirais, pseudo-moral ou pseudo-philosophique, sur les grands principes auxquels nous ne pouvons pas renoncer sans périr. Parce que ce qui nous arrive là aujourd'hui, c'est que des Français sont abandonnés et cet élément-là n'a pas l'air d'être jugé supérieur en urgence, ce qui devrait évidemment être le cas. La situation à Mayotte est d'autant plus choquante que pour compléter ce qui a été dit fort bien, comme vous le savez, non seulement nous ne parvenons pas à empêcher l'arrivée sur le sol français de personnes en situation irrégulière, donc notre souveraineté à contrôler qui vient sur le territoire, qui y reste et qui doit partir est vaine, mais par ailleurs, les Comores nous opposent leur souveraineté étatique en refusant de reprendre ceux qui s'étaient engagés à reprendre au terme de l'accord qui a été également évoqué. Et donc ça signifie que de manière très publique, de façon spectaculaire, il ne s'agit pas de constater la fin de la souveraineté étatique dans le monde, il s'agit de considérer la fin de notre souveraineté étatique, puisqu'on nous oppose les souverainetés nationales dans des situations où nous avons tous les droits, au sens moral comme au sens juridique, pour dire il ne peut pas en aller ainsi, puisque nous avions un accord, vous ne le respectez pas, nous avons une souveraineté, nous l'exprimons, ça n'est pas à la fin, écoutez, tant pis, on ne peut rien faire dans cette situation. C'est un cas à la fois intéressant intellectuellement, mais ce sont des sujets qui, à force de nous intéresser intellectuellement, nous préoccupent, je dirais, humainement et politiquement. C'est un cas où on a le sentiment que on peut nous dire, vous savez, c'est compliqué Mayotte, et les gens qui s'occupent de cela nous le disent, c'est compliqué. Mais il faut répondre, c'est encore plus compliqué de ne pas trouver de solution. Ça n'est pas une solution de n'en pas trouver parce que c'est compliqué. C'est irrecevable
de dire qu'il n'est pas possible de mettre fin à cette situation à Mayotte. Il n'est pas possible que les Français échappent aux souffrances qu'ils éprouvent aujourd'hui. Eh bien, si c'est ça la conclusion, il n'y a plus d'État, ou qu'il n'est pas possible d'aller contre la souveraineté comorienne alors que la souveraineté française est en jeu. Si c'est cela, autant dire qu'il n'y a pas de souveraineté étatique, ce que personne ne va bien sûr dire, mais pourtant, c'est ce qu'il faut constater. Malika Soral, sur la question du droit du sol, est-ce que ce qui a été fait est suffisant? Vous, quelle est votre expertise technique? Qu'est-ce que vous feriez, sans tomber dans le yaka faucon, mais après tout, vous avez conseillé un certain nombre de dirigeants, vous n'ont pas toujours écouté. Non. Si vous pouviez de nouveau leur souffler à l'oreille, qu'est-ce que vous leur diriez? Écoutez, moi j'étais très proche de Dominique de Villepin, de François Fillon, et pour moi c'est une évidence que si François Fillon avait été au pouvoir aujourd'hui, nous aurions fait ce qu'il y a à faire, parce qu'il avait vraiment une conscience aiguë de ce qui se passait, d'autant qu'il était très engagé, et il l'est encore aujourd'hui, envers les chrétiens d'Orient. Et donc ce qu'il voit de la situation des chrétiens d'Orient, en réalité, si on se projette, c'est ce qui va se passer ici en Europe, pour les chrétiens en Europe, et tous les autres qui ont rejoint la civilisation occidentale. Donc le sujet, comme disait Dominique Régnier, est un sujet d'une gravité sans borne. Je veux dire que moi j'étais dans un tout autre monde. Et lorsque j'ai vu ce qui se produisait en France, j'ai tout lâché pour me réorienter vers le monde politique. Vous étiez ingénieur, je crois. Absolument, j'étais ingénieur de développement. Je fais des cartes électroniques qui sont sur le Charles de Gaulle, sur des sous-marins. Et puis, j'ai complètement bifurqué dans les sciences politiques, parce que j'étais aussi passée par Sciences Po, parce que ce sujet, c'est le sujet du peuple politique. Le peuple politique, c'est lui qui a le droit de vote, les citoyens ont le droit de vote, c'est lui qui va dessiner le projet politique de demain. Comment allons-nous vivre? Quelles sont les lois? Quelles sont les façons d'être les uns avec les autres qui vont régir l'espace public? Donc ce n'est pas du tout anodin. Cette question du droit du sol, je l'ai abordée dès le début parce qu'elle est décisive. Le Code de la nationalité de manière générale. D'ailleurs, dans mon dernier livre, j'ai souhaité mettre en annexe le contenu, je l'ai transcrit, le contenu de mon audition par la mission parlementaire sur le Code de la nationalité française. Et la mission à l'époque était présidée par un certain Manuel Valls, qui est devenu ensuite Premier ministre. Il n'a strictement rien fait, il a même fait l'opposé de ce qu'il disait à titre privé, parce que je le connais par ailleurs. Et donc, cette question du Code de la nationalité est décisive. Pour moi, s'il y a un sujet dont il faut se saisir aujourd'hui, c'est de faire un moratoire sur l'attribution de la nationalité française. Pour la raison suivante, c'est que la nationalité française, c'est un titre, et je le développe dans mon livre, je donne un exemple également, le code de la nationalité marocain et algérien, pour montrer à quel point ce sont des codes de la nationalité respectueux de leur propre peuple et de l'identité de leur peuple. Et donc cette question de la nationalité, qui est un droit de propriété sur la terre, nous met dans des difficultés monstres. C'est-à-dire que nous avions dans le code civil, donc aujourd'hui un politique qui voudrait agir, nul besoin de s'engager dans de grandes réformes, parce que quand on vous dit on va faire une commission, on va faire un projet de réforme, ça veut dire on va tout enterrer, on va rien faire. Si les politiques, les élites politiques et celles de la haute administration avaient respecté le code civil qui obligeait à ce que l'octroi de la carte d'identité française, donc la nationalité, soit subordonné à l'assimilation, c'est-à-dire l'intégration culturelle et le choix de la France comme patrie, nous n'en serions pas là. Et donc, le fait de donner la nationalité et donc la citoyenneté, le droit de vote, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour la raison suivante. Et j'en parle longuement dans mon livre, c'est que le principal problème qui a abouti à tous les autres, c'est le fait que donner, et les chiffres sont monstrueux, ce n'est pas donné à quelques milliers, c'est des millions de personnes, la nationalité française, c'est-à-dire le droit de vote, à des personnes qui ne sont pas devenues culturellement françaises et qui n'ont pas choisi la France comme véritable patrie, fait que l'élite politique fait dans le communautarisme et dans le clientélisme politique. Et c'est cela qui a nous conduit la France au séparatisme et à ce que François Hollande appelle partition, ce que dans un livre précédent, j'avais appelé décomposition française, et j'avais expliqué que c'était en réalité ce que ensuite le sociologue ou celui qui fait des sondages a appelé l'archipel français. L'archipélisation, Jérôme Fourquet qui a parlé de l'archipel français. Ça fait plus sexy, tout le monde a envie d'aller se dorer ou à l'archipel, lire décomposition française, et là ça fait peur. Et pourtant, il faut que les citoyens, aujourd'hui, se saisissent de cette question et comprennent ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est-à-dire, comme l'a dit Dominique Régnier, la souveraineté.
elle passe aussi par le droit de vote. Et moi, ce que j'ai constaté, puisque j'ai travaillé à l'intérieur de la machine politique et étatique, c'est qu'en réalité, sur le terrain, vous avez les élites politiques qui cultivent le vote communautaire. Et donc, ils l'entretiennent. Parce que les communautés qui s'installent sur le sol comprennent très vite qu'il ne faut pas s'assimiler. Parce que si on ne s'assimile pas, les politiques viennent nous courtiser, nous donnent des choses, y compris qui sont contraires à la laïcité, nous permettent aussi de ne pas respecter l'égalité homme-femme. Les exemples sont nombreux, j'en cite beaucoup dans mes livres. Il n'y a aucun détail dans ce sujet. Véritablement, le code de la nationalité et le respect du code civil. Donc Emmanuel Macron, si vous nous écoutez, nul besoin de réforme. Faites en sorte que le politique, la haute administration respecte de nouveau le code civil, comme c'est le cas en Algérie, au Maroc. Moi, j'ai vécu en Algérie 15 ans, j'ai vu ce qui se passait là-bas. Respect. Ils font respecter leur peuple. Donc il faut cesser de critiquer aussi le Maghreb, y compris la Tunisie, pour ce qu'ils font, alors que nous renvoyons, quand je dis nous, excusez-moi, l'État, pas nous, renvoie l'image d'une impuissance, pour reprendre ce terme, et le fait de renvoyer cette idée d'impuissance, lorsqu'on vient de culture, comme ça a été mon cas, de culture musulmane, il n'y a pas pire. Vous ne pouvez pas être respecté si vous-même vous vous mettez à genoux, vous êtes dans la repentance, vous êtes également dans une situation où vous donnez tout. Comme disait John Locke, le grand philosophe anglais, dire oui à tout, en réalité, c'est tout perdre. L'aspect culturel est intéressant parce que nous avons une culture judéo-chrétienne fondée sur la personne, sur le pardon. L'héritage grec, n'oubliez pas. Et oui, grec et romaine aussi. Et la culture des pays comme l'Algérie, que vous connaissez, vous écrivez dans votre livre que c'est une culture fondée sur le respect. Absolument. Et l'autorité. Absolument. C'est fondé sur l'honneur aussi, je crois. Tout à fait. Sur le respect, ça va avec l'honneur. Et en réalité, lorsque vous arrivez dans un pays où de toute façon, quoi que vous fassiez, il n'y a aucun respect. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, voilà les limites à ne pas transgresser. Même si lorsque vous voulez transgresser, vous avez une prime, regardez avec la régularisation continue des clandestins. Alors, vous travaillez, vous ne cotisez pas, on vous dit, mais c'est pas grave. Les employeurs qui se mettent hors la loi parce qu'ils emploient des personnes qui sont illégales, on leur dit, on va régulariser, vous inquiétez pas. On donne la nationalité française à des personnes qui sont culturellement pas françaises. Après, vous avez un président de la République qui vous dit, le vote ne fait pas partie de la civilité française. Excusez-moi, monsieur le Président, mettez en conformité les actes avec vos paroles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est observé sur le terrain, parce que Mayotte, vous avez démarré par Mayotte, mais ce que nous vivons, c'est exactement la même chose. Lorsqu'en 2019, l'INSEE publie que 44% de l'augmentation de la population française est due aux immigrés, 44% de la population française, l'augmentation de la population française est due aux immigrés. Immigrés, c'est né étranger à l'étranger. Donc ça n'inclut même pas les populations issues de l'immigration et les descendants, nous sommes à la 3e génération. Donc vous vous rendez bien compte, lorsque vous regardez ensuite les chiffres de l'IFOP, 70% des jeunes issus de l'immigration musulmane placent la religion, donc l'islam et les lois, donc la charia, au-dessus des lois de la République. Le droit de vote a été donné parce que le code de la nationalité. Vous vous dites, mais qu'adviendra-t-il demain sur la liberté individuelle? Moi j'ai vécu en Algérie, ça n'existe pas. Dans le monde arabo-musulman, il n'y a pas de liberté de choix de son propre destin. Égalité homme-femme, ça n'existe pas. Alors la femme égale de l'homme ou pas? Va-t-on, les Français occidentaux, veulent-ils véritablement renoncer à tous ces acquis qui ont pris plusieurs siècles? La fraternité, qui transgresse, qui transcende l'appartenance religieuse, la laïcité. Jean-Paul II, lorsqu'il est venu en France, il avait bien expliqué que la laïcité est un héritage de la chrétienté, et il avait rappelé, vous donnez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient. Donc on peut retrouver les paroles de Jean-Paul II. Et donc, il y a tout ça qui se met là en discussion, et on voit aussi qu'on est dans une situation française où nous sommes en ébullition. Les Français se demandent, qu'a-t-on fait de toutes les richesses de la France? Moi, quand je suis arrivée en France, on avait les yeux qui s'illuminaient, toutes nos discussions, c'était Ariane Espace, Airbus, etc. Aujourd'hui, c'est dans les entreprises, que j'ai gardé un lien avec les membres des entreprises, c'est qu'est-ce que je fais? On me demande, est-ce que la personne peut faire la prière dans l'entreprise? Est-ce que je peux recruter une femme voilée? Quelle est l'incidence sur la cohésion? Mais rendez-vous compte où est-ce qu'on en est arrivé, c'est-à-dire en termes de cohésion des équipes, mais aussi de cohésion nationale.
Dominique Régnier, la loi Asile et Immigration, qui devait être un moment fort finalement du quinquennat Macron, après la réforme des retraites, la deuxième grande réforme en termes d'importance finalement, est reportée. Alors ce n'est peut-être qu'un report, mais est-ce que ce n'est pas là encore un signal envoyé finalement d'un renoncement des élites politiques à s'emparer de ce sujet? Le report ne peut pas être non plus jugé surprenant. On a vu ce qui s'est passé autour de la réforme des retraites. Il n'y a pas de majorité pour voter des lois compliquées. C'est peut-être l'aile gauche qui bat de l'aile. Une autre fois, ce sera une partie de l'aile droite. Sur les retraites, c'était une partie de l'aile droite. Sur l'immigration, ce serait la partie de l'aile gauche, j'imagine, du macronisme. Donc il n'y a pas de majorité en réalité sur ces sujets-là aujourd'hui. C'est d'ailleurs le résultat du vote des Français de juin 2022. Et donc nous sommes dans une inertie législative. Et ce grand sujet qu'est l'immigration, qui n'a pas été traité correctement par les présidents précédents et les majorités précédentes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 50 ans que sur l'immigration, il ne s'est rien passé, rien du tout de significatif. Les statistiques en attestent, et la situation dans laquelle nous sommes aussi. C'est un immense sujet, il y a tant à faire, et probablement qu'on ne fera rien, parce que désormais, il y a des présidents sans majorité absolue et avec des majorités législatives. Est-ce que c'est une fatalité? Beaucoup, avant même qu'on ait ce problème de majorité pas absolue, pas nette, pensaient que de toute manière, vu la pression des associations, vu la pression des juges, il fallait consulter le peuple français sur cette question-là. Parce que si les élites sont très divisées sur la question de l'immigration, tous les sondages indiquent qu'il y a une grande majorité de Français, il y a un consensus chez les Français pour limiter drastiquement les flux migratoires. Est-ce que justement, il ne faudrait pas faire de cette contrainte, le fait qu'il n'y ait pas de majorité, une solution et en passer par un référendum? Oui, c'est une vraie solution. C'est une solution pour prendre une décision, je dirais, simple, limitée, parce qu'on ne peut pas soumettre à référendum une question aussi compliquée que celle de la régulation de l'immigration. En tout cas, je ne le crois pas. Mais on pourrait avoir l'adoption d'un moratoire. Après, il faut être capable de le faire respecter. Si nous avions un référendum appelant à un moratoire de 2, 4 ou 5 ans sur l'immigration, le temps de définir une politique réellement cohérente, et qu'entre-temps, comme cela se passe chaque année, nous ayons des centaines de milliers d'irréguliers que nous accueillons, que nous traitons très correctement, qui ne sont pas désincités de venir, on aura cette fois-ci le sentiment que l'État est impuissant, le peuple aussi. Et je ne sais pas ce que ça donnerait comme résultat à la fin, mais c'est tout de même étonnant. Moi, ça m'étonne. Tout m'étonne dans ce sujet-là. Tout m'étonne parce que c'est pas faute de l'avoir expliqué aux responsables politiques que c'est un sujet central. Le peuple d'un pays est un sujet central, même fondamental. Ça n'est pas, je dirais, nécessaire de réfléchir beaucoup pour le savoir. Il n'est pas non plus difficile de voir que la France, quand on la compare aux autres pays de l'espace européen, pour rester dans cet espace très cohérent, la France est le pays qui, depuis longtemps, moi j'insiste là-dessus, c'est un héritage de malheur, la France, et la droite et la gauche n'ont pas été capables, la France a le système le plus défait et le plus attractif. Nous avons des migrants qui sont irréguliers, qui ont accès en gros au panier de soins que chacun peut connaître en France, à peu près la même chose. Il y a des exceptions très, très marginales, comme les cures thermales ou l'accès à la GPA. C'est des choses très marginales, mais sinon on a vraiment un accès très, très, très généreux aux soins. Nous avons des visas pour soins qui sont même vantés sur le site du ministère de l'Intérieur, qui met en avant le fait que la France est le seul pays au monde à accueillir 30 000 personnes à peu près
qui ne peuvent pas accéder aux soins dans leur pays. Le soin existe, mais elles n'ont pas les moyens, et donc elles obtiennent un permis pour venir se faire soigner en France, aux frais de la communauté. Donc on pourrait comme ça aligner les situations qui ne sont pas des situations raisonnables, et qui pour moi, nous sommes les seuls à faire cela, il faut bien le rappeler, nous sommes les seuls. Et pour moi, si vous voulez, c'est le signe qu'au fil du temps, c'est pour ça que moi je tiens beaucoup à cette inscription dans la durée, au fil du temps, en France, s'est installée une conception compassionnelle de l'immigration. Ce n'est pas une politique. Une politique de l'immigration, c'est une politique d'État, où la puissance publique réfléchit, raisonne à partir de ces grands présupposés. L'intérêt de l'État, c'est-à-dire du territoire de la population, les grands principes, notamment, comme le disait Malika Sorel, accéder à la nationalité, c'est quelque chose d'absolument fondamental. On peut être ouvert, mais exigeant. Nous sommes ouverts par absence de volonté de filtrer. Nous n'avons aucun critère, nous n'avons même pas de préférence. Moi, je n'arrive pas à savoir si cette espèce de laxisme est le résultat, au moins, d'un plan, d'une préférence, d'une vision très accueillante, peut-être même qui serait une vision humanitaire absurde, enfin une vision de ce type. Non, il n'y a rien du tout. C'est simplement que les majorités successives, et encore une fois, maintenant, le temps a passé, on peut regarder derrière soi, en tout cas pour ce qui me concerne, en observateur, le temps a passé, les ouvrages ont été multipliés, les rapports, etc. Ce n'est pas d'ailleurs toujours facile, ça, Alexandre, il faut aussi le dire. Mon univers, les sciences sociales, ont eu un rôle très négatif dans tout cela, ne voulant pas regarder, ne voulant pas étudier, et même stigmatisant volontiers ceux qui se penchent sur ces sujets soupçonnés des idées les plus nauséabondes. En général, on n'y va pas par quatre chemins. Autant on peut inviter à la mesure et à ne pas pratiquer l'amalgame sur beaucoup de sujets, autant sur ces sujets-là, vous risquez quand même pas mal. Vous risquez ce type de soupçon, ça n'est pas mortel, mais si vous vous intéressez à ce sujet et aussi également aux effets sur la population en plein désarroi, qui ne comprend pas pourquoi elle est abandonnée ainsi. Et donc, au fil du temps, nous avons un système qui est devenu le plus attractif, je pense, du monde. Et comme nos voisins italiens, finlandais, bientôt, Suédois, ils l'ont annoncé, Danois, c'est fait, Autrichiens, Néerlandais, on pourrait allonger la liste. Comme nos voisins ont anticipé un peu plus que nous, parfois en catastrophe, les Suédois, je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais enfin, ils prennent un virage là complet, mais enfin, on verra bien. Mais comme ils ont anticipé un peu plus que nous et qu'ils ont durci leur système, nous, du coup, relativement, nous devenons beaucoup plus attractifs encore. Ouais. Il y a un benchmark qui est fait. Et moi, j'ai toujours voulu me placer du point de vue de ceux qui quittent leur pays pour des raisons compliquées. Et je sais que si je devais défendre ma famille dans un pays difficile, pour quelque raison que ce soit, je ferais ça. Oui, bien sûr, il n'est pas question de jeter la pierre à ceux qui viennent, mais de faire respecter la souveraineté française, vous l'avez dit tout simplement. Mais même du coup, vous ne pouvez pas espérer, et je rejoins ce que vous disiez sur un point important, vous ne pouvez pas espérer intégrer quand vous faites venir à vous pour de mauvaises raisons. Et je suis désolé, avec un système aussi généreux qui offre simplement parce que vous êtes en France en situation irrégulière, vous allez avoir des standings de vie qui sont très supérieurs à ceux du pays duquel vous venez, eh bien, humainement, on se déplace, rationnellement, on se déplace, mais nous, ce que nous faisons là, c'est que nous accueillons des personnes qui sont à la recherche d'un toit, et ça, c'est pas ce qui va favoriser ensuite leur intégration. Il faut des personnes qui veulent s'intégrer, qui souhaitent apporter, et certaines le peuvent évidemment, qui souhaitent apporter leur richesse, leurs compétences, avoir la fierté de faire grandir ce pays. C'est une autre configuration que celle que nous avons aujourd'hui, où en quelque sorte, il y a mille autres raisons que de vouloir être français que de venir en France. Malika Sorel, deux points rapidement qui ont été évoqués par Dominique Rélier. Votre point de vue sur l'idée de consulter le peuple français directement sur cette question et ensuite sur la générosité de notre système social. Est-ce qu'il faut revoir cette générosité, notamment pour ceux qui sont les nouveaux arrivants ? Alors d'abord sur le fait qu'il n'y a pas de politique d'immigration en France, c'est faux.
parce que moi j'étais à l'intérieur de la machine, comme je l'ai dit précédemment, il y a une politique d'immigration en France, il y a toujours eu, sauf que c'était le laisser-aller, le laxisme. D'accord. Donc, Je crois que vous dites la même chose. Non, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été réfléchie. Là, il y a une politique, puisqu'il y avait même eu à une époque, par exemple, lorsqu'on parle d'immigration choisie, et je fais une parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire comme le Québec, immigration choisie, le Canada, ça marche, mais c'est entièrement faux. Moi, lorsque j'étais au Conseil d'intégration, nous avions reçu, parce que nous étions en contact avec les officiels des autres pays, nous avions reçu les officiels canadiens. Et ils nous racontaient, donc à huis clos, que leur système d'immigration choisie était un échec. Donc, pitié, Français, résistez, arrêtez à chaque fois de vous faire promener sur des sujets avec une courte vue. Parce que nous disait-il, les personnes, comme vous l'avez dit, ils viennent pour avoir une vie meilleure. Ils respectent les lois du pays d'accueil, et ensuite, ce sont leurs descendants qui se posent les questions très lourdes dont je parle depuis le début dans mes ouvrages, de l'identité culturelle, et en gros, le cœur et l'esprit. C'est ça l'identité, ça se joue là, la question de la patrie. Et donc, ils ont des problèmes. Au Québec, on vote en burqa. Donc, de grâce que les Québécois ne viennent pas nous dire « au Québec, ça marche, faites l'immigration choisie ». C'est faux, je peux en attester, puisque j'ai auditionné des officiels canadiens. Sur l'immigration, donc, on a même fait, à un moment donné, c'était sous Hortefeux, il avait fait une liste, et puis il avait fait des accords. Donc, à l'époque, j'étais proche du gouvernement de l'époque, parce qu'on travaillait pour eux. Il a fait des listes où il a ramené des métiers basse qualification où nous aurions parfaitement à peu près la même chose que ce qui est prévu dans la future loi immigration. Absolument. Qui a été reportée. Tout à fait. Et j'attire l'attention sur un point qui est très important, et je répondrai à votre question, Alexandre, sur le référendum, parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce que, comme disait De Gaulle, le peuple est souverain. C'est lui qui est au-dessus de tout le monde, y compris du Conseil constitutionnel. Donc ça, il faut le garder à l'esprit, parce que si on ne l'entend pas, un jour ou l'autre, il y aura une révolution française. Parce que ce qui est en train de se jouer, les Français l'ont compris, c'est la continuité historique du peuple français. Et donc ce n'est pas une mince affaire, ça remonte à 1000 ans, l'histoire du peuple français, même plus. Et donc là, ce qui se joue sur cette question, c'est que d'un côté, effectivement, il faut rendre le pays moins attractif pour ceux qui veulent venir, et on comprend pourquoi, parce qu'ils sont dans la misère, qui veulent venir ici. Sauf une partie, lorsqu'ils viennent ici, le président de la République l'a reconnu lui-même, une partie non négligeable, il a donné des chiffres, on peut les retrouver, verse dans la délinquance. Il continue avec l'immigration. Excusez-moi, mais c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Il faut qu'Emmanuel Macron, président de la République, se ressaisisse sur cette question. Deuxième point très important, parce que ce sujet, c'est un sujet qu'il faut prendre de manière globale. On ne peut pas freiner des mouvements migratoires en accueillant régulièrement, et c'est le cas dans le projet de loi, mais c'était également le cas dans un décret dont personne n'a parlé, qui avait été publié en décembre 2017, qui avait été rédigé et écrit sur pièce pour attirer tous les médecins d'Algérie. On peut pas, dans ce projet de loi, on veut faire en sorte que les infirmiers, les médecins et puis les ingénieurs, les gens dans les hautes technologies, viennent en France. Mais écoutez, vous videz les pays de l'immigration, de ceux qui peuvent donner un espoir de développement. C'est normal que les autres vont suivre, que les malheureux vont suivre, parce que aujourd'hui, l'État français, c'est pas d'aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec vous, Dominique Grenier, c'est-à-dire c'est depuis très longtemps. En 1963, Pompidou, Premier ministre, disait « il faut prendre de la main-d'œuvre à l'étranger, ça permet de créer une détente sur le marché de l'emploi ». En gros, ne pas permettre aux salaires d'augmenter. J'avais exhumé la lettre que Jean Marchais avait écrite en 1980 au recteur de la mosquée de Paris, où il disait dedans « Nous ne pouvons plus accueillir de l'immigration parce que ça nuit aux travailleurs français ». Et en plus, Georges Marchais parlait des problèmes de cohabitation culturelle sur le terrain. Donc tout ça, c'est connu. Donc nous ne pouvons pas continuer à vider le Maghreb et l'Afrique. Il faut parler de la question des étudiants. Le premier flux migratoire aujourd'hui, c'est celui des étudiants étrangers. On aspire... Les étudiants, c'est devenu le premier flux, 100 000, 113 000 par an. Et ce sont les gens très qualifiés. Ils viennent faire leurs études, ils ne repartent pas. Et on sait parfaitement, et Dominique Régnier, puisque moi j'ai travaillé sur ce sujet depuis très longtemps, nous avons toutes les informations. Je peux vous dire qu'au niveau gouvernemental, si le gouvernement avait voulu agir, les différents gouvernements, vous avez entièrement raison, nous aurions agi. Donc dire ils n'ont pas les informations... Il n'a pas dit tout à fait ça. Il a dit qu'il n'avait pas de vision cohérente. Non, pas Dominique Régnier, excusez-moi. Souvent, on entend de manière récurrente, le gouvernement n'a pas les statistiques, on sait même que dans le logement social, une famille immigrée d'origine algérienne sur 2 est dans un logement social. Nous avons, je peux le dire parce que j'étais de l'autre côté du mur, si je puis dire,
Nous avons toutes les informations. Et dire que nous n'avons pas suffisamment d'informations, ça dédouane quelque part le politique. Donc il faut une politique qui soit cohérente. On doit, comme a dit Dominique Régnier, dissuader les gens de pouvoir venir chez nous. Lorsqu'on sait qu'il y a des pays qui ne reprennent pas leurs immigrés clandestins, on ne donne plus de visa, on n'accueille plus. Moi, j'ai entendu dans une réunion Hubert Védrine dire « on envoie nos navires de l'autre côté ». Et je peux vous dire que le général Gomard avait dit la même chose. Ils veulent pas contrôler leurs frontières, on les envoie de l'autre côté, on a tous les moyens qui vont bien, y compris satellitaires, pour contrôler tout ce qui se passe en Méditerranée. Donc c'est une question de volonté politique et nous ne pouvons pas. C'est pour ça que moi, à la limite, ce projet de loi immigration, il est reporté. On n'a pas besoin de projet de loi immigration. Vous savez, on a tout ce qu'il faut dans l'arsenal pour agir si on veut agir. Donc ce n'est pas la peine de s'épuiser dans des querelles parce qu'il y a ça. Vous l'avez dit, il y a une partie des élites, y compris dans les médias, qui vont travailler l'opinion publique. Nous ne sommes pas du tout assurés qu'un référendum soit logique, parce qu'il y a aussi la question de la dette. Moi, j'avais entendu Jean-Paul Fitoussi, qui est décédé aujourd'hui, économiste, qui disait 3/4 de la dette, c'est les banlieues. Excusez-moi, mais c'est énorme. Personne n'a réagi. Personne ne dit... Moi, depuis des années, j'ai repris les travaux d'économistes que j'ai cités, qui chiffraient à plusieurs dizaines de milliards. Aujourd'hui, l'OCDE dit 30 milliards par an. Et en plus, c'est un chiffre minimum, parce qu'il n'intègre pas un certain nombre de postes. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas 30 possible. 30 milliards par an, l'OCDE. L'OCDE dit 30 milliards le coût, c'est-à-dire le coût de l'immigration. La perte de la France. C'était pour préciser. Et c'est le minimum, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postes qui ne sont pas inclus. Et vous trouvez, c'est pour ça que je dis attention, parce que, par exemple, un référendum, vous allez avoir un déchaînement de médias. Je peux vous dire que Figaro, vous êtes minoritaire à dire la vérité. Donc les citoyens vont être submergés d'informations. On va leur dire c'est pas vrai, l'immigration rapporte. Moi j'ai lu des rapports où je disais non mais attendez, vous n'avez pas mis dans le rapport le chiffrage, parce que j'avais tout regardé à la loupe. Les enfants d'immigrés, ils vont pas à l'école. Il n'y a pas le post-école. Ça coûte l'école, c'est le premier budget de l'État. Et donc vous allez avoir des manipulations. Nous ne sommes même pas sûrs que le référendum donne un résultat cohérent, c'est-à-dire la France est à genoux, elle a 3 000 milliards de dettes, nous avons des problèmes d'intégration culturelle, nous ne pouvons pas aspirer les jeunes, les étudiants de l'autre côté de la Méditerranée en faisant rien. Et aujourd'hui, je peux vous dire, lorsque Nicolas Sarkozy il a fait une directive pour faire en sorte que les étudiants étrangers, lorsqu'ils viennent pour étudier, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'universités chez eux, excusez-moi, mais le premier flux, c'est le Maroc, ils ont tout ce qu'il faut au Maroc, pareil pour l'Algérie. Donc, lorsqu'ils n'ont pas ce qu'il faut, on les accueille, mais simplement, Nicolas Sarkozy avait dit, ils repartent chez eux. C'est normal, ils doivent aller participer à l'essor de leur pays. Mais Emmanuel Valls est arrivé au pouvoir, il a abrogé cette circulaire et il a dit, il reste travailler. Aujourd'hui, les étudiants ne repartent pas. Et quand je vous parlais de clientélisme politique, à l'époque, il y avait un collectif. Vous cherchez dans mon livre, il y a toutes les infos, je donne même les noms. Tout est transparent. Un collectif qui s'appelait Collectif du 31 mai, qui a fait en sorte que cette circulaire soit abrogée et ça a participé à l'élection de François Hollande. Il faut se rappeler le contexte. Une partie des étudiants se sont redressés contre Nicolas Sarkozy sur cette question. Et du coup, ils ont abrogé, une fois la gauche arrive au pouvoir, ils ont abrogé cette circulaire qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants sont devenus le premier flux migratoire. L'un des cofondateurs de ce collectif du 31 mai qui a permis l'échec de Nicolas Sarkozy, il est où? Il est chez les LR. Et il a été bombardé à la direction de LR. Donc à un moment donné, il y a un problème. C'est ce que je vous dis, c'est que la naturalisation a fait que, aujourd'hui, les élites politiques, et ce n'est pas que la gauche, c'est vraiment, Dominique Régnier a raison, c'est un peu partout. C'est pour ça qu'il faut sortir de ce calcul droite c'est bien, gauche c'est mauvais sur ce sujet. C'est faux. C'est un peu partout, il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut faire tomber les masques. Et il faut faire en sorte que les élites politiques, droite de gauche, deviennent cohérents et cessent d'avoir un double discours vis-à-vis des citoyens français et aux citoyens français aussi de s'informer. Dominique Régnier l'a dit, il y a suffisamment de livres qui ont été écrits aujourd'hui pour se mettre au parfum de la réalité des choses et devenir cohérent, c'est-à-dire que aujourd'hui les Français, parce que les problèmes ont pris une dimension extrêmement gravissime, ont tout sous les yeux. Ils ont aussi des sondages, 1 enseignant sur 2 s'autocensure. Comment voulez-vous que la France se développe économiquement si 1 enseignant sur 2 s'autocensure, c'est-à-dire qu'il ne délivre pas le programme scolaire dans de bonnes conditions? Ce n'est pas possible. Donc ce problème est global. Il en va véritablement du devenir, y compris économique, de la France.
Dominique Régnier, d'autres pays font mieux que nous. C'est l'une des vertus des enquêtes de la Fondapol, vous le rappeliez tout à l'heure, ont mieux anticipé. Justement, pour sortir du discours de l'impuissance, qu'est-ce que vous recommanderiez dans les autres pays à nos élites politiques? Ils aiment bien s'inspirer des autres modèles. Souvent, sur le plan économique et social, c'est le modèle allemand. Parfois, c'est le modèle anglo-saxon. Peut-être que sur l'immigration, il existe d'autres modèles. J'avais envie de vous demander lesquels. Alors, ce qui est très curieux, moi, je me défie des énoncés à l'emporte-pièce. Je vais pourtant en faire un, là. Ce qui est très, très curieux, c'est que la France peut prendre chez chacun de ses voisins qui font tous mieux que nous. Donc ce n'est pas compliqué de regarder et de prendre. Par exemple, lorsqu'on veut contrôler la majorité d'un clandestin qui prétend être mineur non accompagné, on fait une radio du poignet, c'est très connu. En France, vous pouvez vous y opposer. L'individu peut dire « je ne veux pas ». C'est les fameux tests osseux pour les mineurs non accompagnés qui sont très souvent pas des mineurs. Voilà, en tout cas, on a du mal à le savoir. Et quand on leur demande « on va faire un examen », ils vous disent non, ils ont le droit, donc du coup, il n'y a pas d'examen. En Finlande, si vous dites non, on vous considère d'office majeur. Vous voyez, donc ce n'est pas très compliqué, ça ne coûte rien. On pourrait importer cette idée. Partout, les choses sont mieux tenues que chez nous. Pour accéder à la nationalité d'un pays dans l'Union européenne, pour les pays qui nous ressemblent, en gros, il faut attendre 8, 9, 10 ans. Nous, c'est 5 ans. Il y a des exigences en termes de niveau de langue. Chez nous, elles sont quasiment inexistantes, malgré les efforts que déploient des associations qui s'efforcent de former les personnes en France qui arrivent et qui n'ont pas la maîtrise de la langue. On ne demande pas aux personnes qui sont en France d'attendre très longtemps pour opérer le regroupement familial. 18 mois et c'est bon. Il y a des pays qui demandent de patienter plus longtemps et qui en plus ont la bonne idée de demander aux personnes qui viennent au titre du regroupement familial d'attester d'un bon niveau en langue et d'une connaissance de la culture française. Nous ne nous le demandons pas. Et d'un compte en banque, Dominique Régnier. Et d'un compte en banque. Oui. Alors, je ne peux pas... Malika Sorel, multiplier les exemples parce que je vais montrer que... Et d'une superficie d'appartement. Si, mais multiplier les exemples, parce que je pense que c'est très important. C'est fascinant. Parce qu'il y a eu longtemps un discours angélique, vous l'avez rappelé, sur l'immigration, en disant que c'était bien d'accueillir. On voit bien que c'est un discours qui n'est plus entendu par les Français parce que les réalités sont là devant nous. Donc du coup, on a un discours de l'impuissance en nous disant, de toute manière, les gens viennent et ce sera comme ça. Donc c'est très intéressant de vous entendre, de montrer que des politiques existent ailleurs, précises. Et même Alexandre, quand on a fait la note sur le Danemark, qui réussit remarquablement dans ce domaine et qui est gouverné maintenant par des sociodémocrates qui ont repris le programme mis en place il y a 20 ans par la droite, je simplifie, mais c'est ce qui s'est passé, c'était pas il y a 20 ans, c'est il y a 21, 22 ans, mais c'est ça. On vous dit, oui, mais c'est pas possible parce qu'il y a l'Union européenne, ils ont réussi à négocier ce qui est faux. Un opt-out. Il le démontre. Oui, alors c'est pas... Il le pas démontre. Complètement faux. En tout cas, il y a un aspect qui est pertinent, mais surtout, quand vous regardez les pays européens, la plupart font ça à droit constant comme nous. Absolument. Au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas de gouvernement des juges. Rien ne s'oppose. Il y a des difficultés, je pense, quand même, mais en tout cas, rien ne s'oppose. Et puis, de toute façon... on commence à voir, par exemple, alors ça fait pousser des hauts cris. À chaque fois, c'est terrible, ça. On commence à voir une externalisation de la gestion. Les Danois le font avec le Rwanda. Les Britanniques viennent de le faire. Les Britanniques ils sont fait en sortant de... Ils sont plus dans l'UE, mais ils étaient en train de le faire. Ils le font maintenant. Ils ont même des sites flottants pour accueillir des migrants irréguliers avant de les reconduire chez eux. L'Italie a passé des accords intéressants avec la Libye. L'Europe tout entière l'a fait avec la Turquie, me semble-t-il. Enfin, toutes choses qui se font de manière presque massive et que nous aurions du mal à faire. Je voudrais ajouter des éléments qui, pour moi, sont très importants et qui prolongent ce que disait Malika Sorel, y compris sur la question du référendum et de ce que proposeraient les Français. Je pense que moi, j'ai une idée assez claire de ce qu'ils diraient dans ce référendum. S'ils ne sont pas instrumentalisés. Non, oui, mais je pense que... Si la question est claire, je pense que j'anticipe la réponse. On a beaucoup dit au moment des retraites, 60% des Français sont contre, vous êtes légitime à le faire. Oui. Sur l'immigration, c'est 80%. Hein, donc si les sondages ont cette puissance, il est temps de la... Moi aussi, je suis relativement optimiste si on leur posait la question pour être honnête. Mais
Par contre, ce qui manque, c'est, la publicité des informations disponibles. Parce que moi, que nous avons au niveau gouvernemental. Nous avions tout. Oui, mais je parle des citoyens. Je parle des citoyens. Mais oui, parce que parce que moi qui ai fait ce travail avec la petite équipe de la Fondapol, on s'est cassé les dents pour avoir des informations et il y a des sujets sur lesquels on m'a dit on ne sait pas, y compris dans les endroits où on doit savoir. Par exemple, les visas pour soins, 30 000 personnes, avec des traitements qui parfois sont estimés à plusieurs millions d'euros par personne. Je ne sais pas combien ça coûte et on ne sait pas combien ça coûte. Apparemment, la sécurité sociale, qui doit bien savoir combien ça coûte, bien sûr, ne communique pas les chiffres. C'est quelque chose qui me choque au plus haut point. De la même façon, je considère qu'il n'est pas normal qu'à l'image de nos voisins, en tout cas de ceux qui font les choses correctement, on publie dans la note sur les systèmes des politiques migratoires en Europe l'étude faite sur la France pour le coût de l'immigration par l'OCDE, qui dit ce que vous indiquiez, entre 20 et 33 milliards pour l'échelle la plus haute de coûts annuels. Mais on publie aussi dans la note sur le Danemark les statistiques dites ethniques que publie le Danemark. Mais alors, si vous êtes danois, même d'ailleurs si on n'est pas danois, parce que moi je les ai eus, si vous êtes danois, vous allez d'un clic voir le profil de toutes les personnes qui sont au Danemark, les candidats à la nationalité, les migrants, etc. Mais nous avons ces infos. Oui, mais elles ne sont pas publiques. Même sur les étudiants, nous savons parfaitement que... Le nous, je ne sais pas qui est ce nous, Malika Sorel. Oui. Mon nous ne les a pas. Voilà. Et mon nous en a besoin. Oui, parce le grand public ne les a pas. Et encore, lorsqu'on donne des informations, lorsque sont données des informations, parfois elles sont manipulées. Parce que quand on dit, par exemple, les immigrés, attention, oui, bien sûr. On surfe, c'est-à-dire parfois les immigrés, c'est nés étrangers à l'étranger, et ça n'inclut pas les descendants d'immigrés. Mais ce que je veux dire, c'est que... il y a des manipulations. Ce que je veux dire, c'est que nous avons sur nous tous des informations, l'État a des informations extraordinairement précises. Oui. On peut faire, ça fait partie de mon métier, on peut faire des statistiques, on peut croiser des variables, on peut analyser des tas d'informations que nous avons sur nous. Et puis, tout d'un coup, il y a une forme d'absence, de silence, et comme on dit en France, ce qui n'est pas compté ne compte pas. Sauf que là, ce qui n'est pas compté a beaucoup d'importance. Et ce que moi j'appelle plutôt dans mon vocabulaire les statistiques complètes, nous manquent, font cruellement défaut, si l'on veut savoir, en sciences sociales, quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. On nous dit souvent, mais ce sont des fantasmes, ce sont des visions imaginaires, ce sont des sentiments. Mais écoutez, on ne sait pas. On a des indications parcellaires qu'on attrape ici ou là. Le chef de l'État a fait valoir des statistiques pour la région parisienne sur le lien entre délinquance et immigration. On les attrape au vol. On fait comme on peut. Mais est-ce qu'on peut avoir des statistiques systématiques pour faire des travaux propres avec des séries annuelles et sur 10 ans, voilà comment ça a évolué, voilà le profil, etc. On sait enfin, par la dernière livraison de l'INED et l'INSEE, on sait enfin qu'en France, il y a un très fort accroissement de l'immigration subsaharienne. On sait qu'il y a une poussée très forte du fait religieux, qui est un autre sujet qui m'intéresse, en France, via l'immigration. Depuis 30 ans. Donc tout ceci, de temps en temps, ça vous est donné, par paquet, comme ça, mais nous n'arrivons pas à brancher nos machines sur des données... Malika Sorel, c'est bientôt la fin, donc si vous vouliez réagir, mais vous avez 1 minute. Je voulais simplement dire, moi j'ai toujours écrit que j'étais contre les statistiques ethniques. D'abord, lorsque l'on entend parler de statistiques ethniques, les gens pensent que si on avait les chiffres, alors l'État réagirait. C'est faux. J'ai été à l'intérieur de la machine de l'État, on a tout ce qu'il faut. Deuxièmement, le Danemark, je tiens à rappeler, parce qu'ils ont des statistiques, est-ce que ça les a aidés? Pas du tout. Le Danemark, chiffre de l'ONU, c'était le 2e contingent de départ au djihad. Mais aujourd'hui, ça leur permet de prise de conscience. La France, 4e position. Donc ça ne sert pas. Et je vais vous dire, John Locke disait, il ne faut pas donner aux gens, mais c'est important, écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'il parlait aussi des signes religieux. Il peut s'agir d'un signe de ralliement susceptible de donner aux hommes l'occasion de se compter,
de connaître leurs forces, Non. de s'encourager les uns les autres et de s'unir promptement c'est un désaccord en fondamental. toutes circonstances. Là, pour le coup, c'est un désaccord fondamental. Non, D'abord, l'État a le tout ce qu'il faut Danemark. pour Non, agir. mais arrêtez, s'il vous plaît, de me dire l'État. Je ne suis pas l'État. Comme chercheur, Non, mais je parle aux téléspectateurs. je sais que vous n'êtes pas non, mais l'État. ils sont comme moi, les téléspectateurs. Ils n'ont pas d'informations. Ah si, maintenant ils sortent dans la rue. Non, ça. non, mais non, non, écoutez. Mais vous avez dit vous-même tout à l'heure que sur un référendum, il pouvait être Manipulé. instrumentalisé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce sera malheureusement le mot de la fin. On voit que la conversation aurait pu être encore assez longue. Elle était en tout cas passionnante. On a attendu la fin pour avoir un désaccord entre vous. Mais on a appris beaucoup de choses et c'est l'essentiel. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre. À bientôt.